moi je me présente, je suis Jean-Mathieu Perrin, donc je suis chirurgien à Marseille, digestif. Donc l'idée, ça va être de faire un petit tour d'horizon des spécialités donc gastro et chirurgie digestive pour ce matin. Alors je sais pas jusqu'à quelle heure était prévu le cours, euh, mais je pense pas qu'on va faire ça jusqu'à 13 heures. Je pense que tout le monde en aura marre avant. En tout cas, moi, quand j'étais à votre place, j'en avais rapidement marre. Déjà, je vous félicite d'être là un dimanche matin. Euh, voilà, les plus motivés. Si ça vous va, donc, on se balaye un peu tous les items. Si vous avez des questions, ben, vous m'arrêtez. On répond à toutes les questions. On en profite, on n'est pas si nombreux que ça, donc on peut prendre un peu de temps. Et puis, je pense que voilà, si c'est un peu long, on fera une petite pause au milieu, histoire de prendre un petit café pendant 5 minutes, et puis on recommence. Et voilà, quoi. OK? Ça vous va comme ça? Alors, donc, on va faire le tour un peu voilà, des items. Alors, attendez, moi, j'essaye d'enlever. Ouais, voilà, c'est bon. Je fais des petits paramètres pour mieux voir. Alors, donc, on va faire un peu le tour de tous les items de la gastro chez Erdige. Et donc, on va commencer par la diverticulite aiguë sigmoïdienne. Donc, c'est un gros item, d'accord? Un des items phares, on va dire, de la spécialité. Une diverticulite, globalement, c'est quoi? Alors, il faut distinguer diverticulose et diverticulite, d'accord? Les diverticules au niveau du côlon sigmoïde, bah, c'est des petites hernies en fait de muqueuse. Globalement, si vous prenez votre paroi colique, bah, vous savez que vous avez les couches, donc la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la séreuse, etc. Et donc, vous avez des petits trous au niveau de la musculeuse, et donc qui vont donner des hernies. Vous allez avoir des morceaux de muqueuse qui vont sortir, s'extérioriser comme des petits ballons. Et donc ça sera hyper fragile hein, parce qu'il n'y a plus de musculeuse autour. Donc vous comprenez que ça peut s'infecter et que ça peut donner des perforations assez facilement. Les diverticules, donc il y a plein de gens qui en ont. Je rappelle que à 70 ans à peu près, vous avez une personne sur deux qui a des diverticules sur le côlon sigmoïde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces diverticules vont être symptomatiques, d'accord? Il n'y a que très peu de gens finalement qui vont faire des complications de cette maladie diverticulaire. C'est un peu comme la lithiase biliaire, d'accord? La lithiase biliaire, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des calculs dans la vésicule biliaire, mais on n'a pour autant pas beaucoup parmi ceux-là qui vont se compliquer, qui vont donner des manifestations cliniques, d'accord? Donc, il faut vraiment distinguer diverticulite, diverticulose. Chez qui on suspecte ça? Chez qui on suspecte une crise de diverticulite? Donc, on suspecte une crise de diverticulite chez un malade qui a en général plus de 40 ans, vous voyez, qui a le profil un peu bon vivant, mais pas que. Des gens qui aiment bien manger, un peu pléthoriques souvent, douleur en fosse iliaque gauche, d'accord, avec syndrome inflammatoire biologique, plus ou moins fièvre, ok. Il n'y a pas toujours de la fièvre, d'accord. Quand vous avez une infection, une inflammation dans votre abdomen, vous n'avez pas forcément toujours de la fièvre, ok. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu l'appendicite, bah, peut-être que vous n'aviez pas de fièvre quand vous avez fait votre appendicite, et pour autant, vous avez une infection abdominale, d'accord? Donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de fièvre que ça élimine une diverticulite. Quand on suspecte cette crise de diverticulite, quel examen est-ce qu'on doit faire? On doit faire un scanner abdominopelvien, d'accord? Injecté si possible. Donc, je vous conseille de toujours attendre d'avoir une créatinine à l'examen, surtout chez un malade qui a un sepsis, qui a une inflammation ou qui peut potentiellement faire une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Je vous conseille d'attendre toujours d'avoir une créate avant d'injecter les patients et pas vous jeter sur l'injection comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit au scanner? Alors, qu'est-ce qu'on voit au scanner? Cette image, elle est plus parlante, donc c'est pour ça que je bascule. Euh, Premier stade, c'est le stade qui est à droite, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le stade INCHE 1A, c'est la crise non compliquée. Vous avez une inflammation du côlon, vous avez
un épaississement des parois coliques. Alors, est-ce que quand je bouge ma souris, vous voyez ou pas? Ou en fait, quand je pointe, est-ce que, ouais, quand je pointe, vous le voyez aussi? Parfait. Eh bien, regardez, là, vous avez un côlon donc sigmoïde qui est siège de beaucoup de diverticules, d'accord? Et là, vous avez donc la boucle, elle fait comme ça, elle revient ici, tac, et là, on a l'impression d'avoir la charnière recto-sigmoïdienne. Je rappelle que sur le rectum, il n'y a pas de diverticules, d'accord? Donc, on sait qu'on est au niveau du haut rectum lorsqu'il n'y a plus de diverticules, parce qu'ils sont que au niveau du côlon sigmoïde. Et donc là, vous regardez, vous avez donc votre côlon qui a les parois épaissies. On voit même plus la lumière colique, hein, d'accord? On voit plus la lumière colique, ça veut dire que les parois sont très épaissies à cause de l'inflammation. Ok? Donc ça, c'est le premier stade de la diverticulite, stade non compliqué. On n'a pas d'abcès, on n'a pas de pneumopéritoine, on n'a pas d'épanchement liquidien, d'accord? Donc c'est une crise non compliquée. Ensuite, vous pouvez avoir des crises qui sont compliquées, notamment celle-ci. Là, si on prend ce scanner, un peu plus dur à interpréter parce qu'on ne peut pas faire défiler les images. Mais en fait, là, la flèche jaune, c'est quoi à votre avis, ça? Cette espèce d'image avec une paroi un peu épaissie, un niveau hydroaérique à l'intérieur. Ouais, c'est un abcès, d'accord? C'est un abcès qui est péricolique. Donc, c'est un abcès au contact du côlon sigmoïde. Donc, ça vous donne une crise de diverticulite stade INCHE 1B, d'accord? Abcès péricolique égale INCHE 1B. Donc voilà, donc les signes de base de la diverticulite, c'est la présence de diverticules, un épaississement pariétal, euh, une infiltration de la graisse péridiverticulaire, parce que vous avez une inflammation en fait. Quand vous avez une inflammation, vous avez beaucoup de sang qui afflue vers la zone. Vous êtes d'accord que quand vous avez un panari, vous avez le doigt, il est tout rouge parce qu'il est très inflammé, d'accord? Il y a beaucoup de sang qui afflue vers cette zone inflammée. Et ben là, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez injecter du produit de contraste vers une zone qui est très inflammatoire? Eh ben, le produit de contraste va aller là où c'est vascularisé, donc là où il y a l'inflammation. Donc c'est pour ça que vous avez une infiltration de la graisse péridiverticulaire, d'accord? C'est aussi simple que ça. Et donc voilà, les complications qu'on peut rechercher, donc on a dit abcès, la perforation colique, où on verrait un pneumopéritoine. On peut chercher également des fistules, fistules colovésicales. Là, j'ai pas d'exemple de fistule colovésicale, mais il faut imaginer qu'il y aurait de l'air dans la vessie et que si vous faites un scanner balisé, donc un scanner balisé, c'est quoi? Eh ben, je vous montre ce scanner à gauche. Vous voyez en fait ici qu'il y a du produit de contraste dans le rectum. On est d'accord? Alors ça, c'est pas indiqué en première intention devant une crise classique, hein, ok? On le fait que lorsqu'on suspecte une fistule, eh ben, on met du produit de contraste dans le rectum qui va dans le côlon. Et bien, qu'est-ce qui se passe si ce produit de contraste il va dans la vessie et qu'en plus il y a de l'air dans la vessie? Eh ben, c'est qu'il y a une communication entre le côlon et la vessie, donc vous avez une fistule colovésicale. OK? Dernière image de diverticulite que je voulais vous montrer, eh ben, c'est celle du milieu. Vous avez ici, regardez, on voit plus grand-chose, hein, on ne reconnaît plus très bien les différentes structures, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait on a l'impression d'avoir un espèce de magma inflammatoire, vous voyez, une espèce de gros pougnac, hein, vous me pardonnez l'expression, mais euh, au niveau pelvien, et donc ça c'est quoi? Ben, c'est une sorte de péritonite localisée, abcès en voie de formation, d'accord? Abcès pelvien en voie de formation, ça vous donne un stade INCHE 2, ok? Parce que par ailleurs, on voit qu'il n'y a pas d'épanchement liquidien libre, on ne voit pas de pneumopéritoine en avant, donc voilà, plutôt stade INCHE 2, abcès pelvien, plutôt que péritonite stade 3 ou 4, ok? Donc je fais un petit rappel sur la classification de INCHE qui définit les différents stades et les différentes complications de la maladie diverticulaire pour son versant infectieux. Vous avez donc le stade 1A, celui qu'on a vu, c'est le phlegmon péricolique. On appelle ça phlegmon péricolique, c'est un synonyme. C'est synonyme de crise non compliquée, d'accord? Donc pas de perforation, pas d'abcès, pas de fistule. Stade 1B, vous avez un abcès péricolique. Stade 2, un abcès pelvien ou à distance ou rétropéritonéal, d'accord? Stade 3, vous avez une péritonite purulente. Et stade 4, une péritonite stercorale. Alors, comment vous faites la différence entre un stade 3 et un stade 4? Comment est-ce que vous allez pouvoir dire
Bah, là, c'est un stade 3, là, c'est un stade 4. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Eh ben, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie, d'accord? En fait, on peut le voir qu'en chirurgie, hein. Sur le scanner, vous aurez un épanchement liquidien, vous aurez du pneumopéritoine parce qu'il y a une perforation, et puis en fait, ben, comme vous le savez, c'est une péritonite, donc il faut opérer ces malades. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on leur fait une chirurgie, et on voit qu'en chirurgie, eh ben, soit c'est stercoral, soit c'est plutôt purulent, quoi. OK? Tout simple. Alors, on passe maintenant au traitement de la diverticulite. Donc, pour le traitement de la diverticulite, il faut bien distinguer le traitement de la diverticulite non compliquée du traitement de la diverticulite compliquée. D'accord? Le cut-off, il se fait à partir du stade 1B. À partir du moment où vous avez un abcès, une perforation, une péritonite, c'est un stade qui est compliqué. D'accord? Donc, pas de perforation, pas d'abcès, juste l'inflammation, le phlegmon péricolique, eh ben, celui-là, vous pouvez le traiter en ambulatoire. Ça, c'est un des messages clés, d'accord? Message clé d'aujourd'hui. Traitement symptomatique en ambulatoire pour les crises non compliquées, en l'absence de signes de gravité, en l'absence d'immunodépression, de terrain particulier, de grossesse, d'accord? Donc un malade standard, sans antécédent particulier gravissime, vous le traitez en ambulatoire. Évidemment, évidemment, un malade qui a un cancer évolutif, qui est immunodéprimé, je sais pas, on vous dit polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate, ben, forcément, immunosuppresseur, c'est à risque, donc on hospitalise les malades. OK? Pas d'antibiotiques en première intention, c'est un traitement qui est purement symptomatique. Pas de régime alimentaire recommandé. On dit aux malades de manger ce qu'ils veulent. En général, ils mangent ce qu'ils peuvent, hein, surtout parce que même s'il n'y a pas de traitement, enfin même s'il n'y a pas de régime alimentaire recommandé, bah, souvent ils vont s'autoréguler et ils vont pas manger, vous voyez, 1 kilo de pastèques pleines de fibres le soir même, quoi. D'accord? Une fois que vous avez mis en route votre traitement symptomatique, il faut réévaluer votre patient à 48 heures, juste une réévaluation clinique. Si ça va mieux, à ce moment-là, on s'arrête là, pas d'antibio, d'accord? Et si ça va pas mieux, que vous sentez que le malade il défend toujours, euh, qu'il est fébrile, ben vous le faites une bio et vous lui mettez des antibiotiques pendant 7 jours. Et voilà. OK? Pour le traitement de la diverticulite compliquée, donc à partir du stade 1B, eh ben, on hospitalise les malades. On hospitalise les malades en service de chirurgie ou en gastro. On leur met des antibiotiques en intraveineux, au moins au début. D'accord? S'il y a un abcès, on va drainer l'abcès, alors si possible par voie radiologique, d'accord? Percutanéère radiologique. Et s'il y a une perforation, une péritonite, eh ben, on peut faire deux interventions, soit une intervention de Hartmann, donc on enlève le sigmoïde, on abandonne le moignon rectal et on met le côlon descendant en stomie terminale, soit on fait une résection du sigmoïde, on fait une anastomose colorectale et on protège cette anastomose par une stomie d'amont, d'accord, pour éviter qu'il y ait des selles qui viennent contaminer votre stomie et de favoriser donc une fistule, quoi. Ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces malades qui font des crises? Vous revoyez votre malade donc à 1 mois après sa crise, bon, ça va mieux. Mais donc, qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce qu'il faut faire des coloscopies? Est-ce qu'il faut faire une chirurgie? Oui, non. Bon, faut faire un peu le point. Alors, qui est-ce qu'on va opérer?